Alors, Jamila a œuvré comme militante laïque, vous le savez, au Québec jusqu'en 2019, où elle a quitté pour la Belgique pour aller travailler au Centre d'action laïque. Alors, ça devrait être aussi très intéressant. Elle va nous parler du modèle belge de la neutralité scolaire. Alors, merci infiniment pour l'invitation. Je suis vraiment immensément heureuse d'être là. D'abord pour vous rencontrer des amis que je n'ai pas vus de longue date, mais aussi écouter la qualité des interventions, la qualité des exposés, cet intermède musical, poétique, qui nous plonge dans un pays qui a été ravagé par une dictature islamique, religieuse pendant tant d'années, et pourtant le voilà qui redresse la tête, le voilà qui nous surprend, le voilà qui crie son attachement et son désir de liberté à travers les femmes. Donc ça, je pense que c'est une expérience universelle qui évidemment mérite d'être soutenue. Oui, la laïcité, en fait, nous permet d'être ensemble. La laïcité nous permet aussi de porter la culture, de porter l'art, la poésie, la musique. Mais la laïcité nous permet aussi de penser et d'être ensemble. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire en vous parlant un petit peu du modèle belge, qui est un modèle qui est un peu surréaliste, et qui m'a appris l'humilité intellectuelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je pense avoir saisi, avoir compris, à chaque fois que je pense pouvoir appréhender ce que j'ai en face de moi, il y a un paramètre que je n'ai pas considéré. Donc il faut reprendre à zéro. Et d'ailleurs, à chaque fois que je pense comprendre, mes amis belges me disent « impossible ». Impossible que tu aies compris, il doit te manquer quelque chose. Et effectivement, il me manque encore beaucoup de choses, mais bon, je vais essayer quand même de partager avec vous des idées qui me semblent essentielles pour vous sensibiliser aussi sur la nécessité véritablement de poursuivre notre combat pour la laïcité. Alors, la Belgique est vraiment une terre de compromis. Elle est née en 1830 et elle est née sur plusieurs fractures. D'abord, une fracture linguistique entre communautés, donc entre trois communautés, francophones, néerlandophones, mais aussi germanophones. Elle est née aussi de trois régions qui se sont constituées donc, plus tard, donc la région de Bruxelles-Capitale, qui est une région en soi, la région wallonne, donc francophone, et la région néerlandophone. Donc avec un pouvoir fédéral, mais aussi avec des pouvoirs régionaux. Et donc à chaque fois qu'il y a un parlement francophone, il y a aussi un parlement néerlandophone. Donc il y a toujours donc, cette dualité entre les deux. La constitution belge, en réalité, reconnaît les cultes et les finances. Et donc, au départ, en 1831, donc, cette reconnaissance des cultes et ce financement des cultes prévalait essentiellement pour la religion catholique, puisque c'était la religion donc, dominante, c'était elle qui structurait jusque-là la société, mais aussi les institutions de l'État. Remarquez qu'à cette époque, ce n'était pas très original, ce n'était pas une façon de faire très originale, compte tenu du fait qu'il y avait en France donc, le Concordat, il y avait cette expérience aussi des Pays-Bas de reconnaissance des cultes, il y a aussi l'expérience allemande, donc, qui reconnaît aussi une religion d'État. Donc, il n'y avait là donc, rien d'extraordinaire, mais il y avait donc, tout simplement une configuration qui ressemblait à d'autres pays, à mi-chemin entre une séparation des pouvoirs, donc des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux, mais aussi une reconnaissance des cultes. Donc en fait, l'État belge reconnaît les cultes et l'État belge finance les cultes. Ça veut dire que l'Église, en réalité, peut intervenir autant dans les domaines donc, scolaires que dans les domaines caritatifs.
Et l'Église s'est montrée donc tout de suite, évidemment, agressive parce qu'elle voulait donc préserver l'ensemble de ses privilèges. Alors, évidemment, ce qui va pour la religion catholique va pour l'ensemble des cultes. Et aujourd'hui est reconnu en Belgique 7 cultes. Donc, les catholiques, qui sont majoritaires, évidemment, il y a aussi les orthodoxes, il y a les protestants, il y a les anglicans, il y a les israélites, il y a les musulmans depuis 1973, mais il y a aussi les laïcs, qui sont reconnus aussi comme un espèce de culte. Donc c'est le dernier culte qui a été reconnu en 1993. Et donc, en réalité, l'État subventionne l'ensemble de ces cultes. Donc, l'État subventionne les catholiques, les orthodoxes, les protestants, les israélites, les musulmans, mais aussi les laïcs. Et en réalité, donc, l'État permet aussi à l'ensemble de ces cultes d'organiser la société, donc d'intervenir dans le champ de l'organisation sociale et essentiellement dans le champ scolaire. Dans le champ scolaire, j'avoue que, disons, la Belgique fait aussi très fort, puisque il y a eu donc un pacte scolaire. Donc il y a eu d'abord, avant le pacte, il y a eu une guerre scolaire, donc qui a duré à peu près jusqu'en 1988. Et à partir de là, il y a eu deux écoles donc, qui se sont donc constituées, l'école publique, mais aussi l'école privée. Alors, rebelote, l'État belge subventionne les deux écoles, l'école publique et l'école privée, c'est-à-dire l'école confessionnelle. Donc vous vous souvenez, les 7 cultes, eh bien, ils ont tous cette possibilité d'organiser l'éducation, donc d'organiser l'école. Revenons en fait au financement donc, de ces 7 cultes. Alors vous me direz, à raison de combien ils financent les cultes ? En réalité, je ne le sais pas. Et il n'y a personne qui le sait, parce que l'équation est tellement alambiquée qu'on sait que le plus gros morceau du gâteau est récupéré par les catholiques. Donc c'est eux qui, jusqu'à aujourd'hui, avalent pratiquement le 85% donc, du financement de l'État. Et le reste des cultes, donc les 6 autres cultes, se divisent le reste du gâteau. Donc, sur le plan scolaire, cela donne une école publique, oui, qui est neutre, c'est vrai, mais aussi une école privée, qui est majoritairement catholique, et qui, celle-ci, n'est pas neutre, puisqu'elle est catholique. Alors, poursuivons dans un peu, un peu la science-fiction, disons, belge. L'école, donc, publique, vous me suivez, qui est neutre, elle a l'obligation d'enseigner les cultes. Donc, elle a l'obligation d'offrir à l'ensemble des élèves qui le demandent un enseignement religieux. Et donc, il y a dans les écoles publiques belges, qui sont neutres et qui sont donc laïques, cette obligation donc d'enseigner donc le catholicisme, d'enseigner l'islam, d'enseigner le protestantisme. Bref, si vous êtes un élève et que vous fréquentez l'école laïque, et donc vous demandez donc en début d'année scolaire, le menu que vous voulez, le menu religieux que vous souhaitez donc suivre, et donc l'État a l'obligation d'offrir, d'organiser cet enseignement. Alors, vous remarquerez évidemment que cette configuration de l'école donne un avantage à l'école privée catholique. Elle donne un avantage à l'école privée catholique parce qu'elle
elle est non seulement financée par l'État, mais elle est aussi financée par les congrégations religieuses catholiques, qui sont encore aujourd'hui très puissantes. Et elles n'ont pas l'obligation d'enseigner les différents cultes qui sont reconnus par l'État et que l'école publique donc, doit offrir. Donc l'école, en réalité, donc, publique, laïque, sort un peu, disons, amochée de cette organisation sociale, et politique. Alors, poursuivons un peu et arrêtons-nous à Bruxelles. Parce que Bruxelles est une capitale extrêmement importante, c'est la capitale européenne, il s'y passe évidemment beaucoup de choses. Il y a une sociologie donc, qui change à Bruxelles. Et donc, ce qui fait que le premier cours dans l'école publique religieux qui est enseigné à Bruxelles, vous devinez c'est lequel ? C'est le cours de religion islamique. Parce qu'un enfant sur deux qui fréquente l'école publique à Bruxelles, eh bien, suit et de confession musulmane, c'est-à-dire demande à suivre donc ce cours-là. Et comment se répartit en fait l'éventail pour vous donner aussi de façon précise, c'est-à-dire la proportion donc, des enfants donc, qui suivent l'école donc, publique et l'école donc, privée essentiellement catholique. Dans le secondaire, c'est 60% d'élèves qui suivent l'école catholique et 40% qui suivent l'école publique. Et dans le primaire, c'est l'inverse. C'est à peu près donc, 60% des gamins qui suivent l'école publique et 40% des gamins qui suivent l'école catholique. Donc vous voyez que c'est quand même pas mal. C'est quand même énorme qu'il y a quand même une duplication entre les deux systèmes. Alors, arrêtons-nous à Bruxelles, à sa sociologie particulière, pour essayer donc d'étayer le propos à travers des exemples concrets, des exemples donc, qui viennent d'amis, mais aussi de parents qui envoient donc leurs élèves à l'école. Alors si je suis un parent musulman, enfin musulman de par le nom, hein, je dois préciser, et que mon enfant donc, va dans une école publique, et qu'au début d'année scolaire, donc, il demande à suivre l'école, le cours de morale laïque, c'est-à-dire le cours donc, qui est offert donc, essentiellement par les laïcs, eh bien, il peut y avoir des pressions exercées sur les parents, il peut y avoir aussi des pressions exercées sur les enfants. On peut donc expliquer aux parents soit qu'ils ont choisi le mauvais cours, soit qu'ils se sont trompés sur le choix de cours. Et si les parents ne comprennent pas, évidemment, qu'ils ont choisi le mauvais cours, on va expliquer au gamin qu'il a vraiment choisi, mais vraiment le pas bon cours. Et qu'il est temps de changer d'avis. Et donc, c'est ainsi qu'on a, par exemple, des enfants qui se font agresser dans les cours d'école. On a des enfants donc, qui subissent des violences. On a des enfants qui ont carrément été obligés d'interrompre leur scolarité pour passer d'une école à l'autre. Et malheureusement, tout ce que je vous raconte n'est pas documenté. Il n'est pas documenté parce que ceux dont la mission est de veiller à ce que les droits humains soient respectés, à ce que la liberté de conscience soit respectée, ceux-là donc, font partie
d'une école de pensée que vous connaissez, qui est une école de pensée qui est plutôt laxiste vis-à-vis du respect de la liberté de conscience lorsqu'il s'agit des minorités. Et donc, on est typiquement dans le paradigme. Il ne faut pas stigmatiser, faut pas se la faire quand il s'agit donc des musulmans, quand il s'agit de la religion islamique. Et donc tout ça passe un petit peu sous le tapis. Et donc nous avons de plus en plus, évidemment, de contraintes, de pression, de violence, d'une part, et par ailleurs, une élite qui est censée donc défendre les droits humains, qui malheureusement donc a abdiqué face à ses responsabilités. Donc nous avons par exemple un organisme donc fédéral qui s'appelle UNIA, donc qui est chargé donc de veiller donc à la lutte contre le racisme et la discrimination, et qui, pour sa part, donc concernant ce type de signalement, eh bien considère que c'est pas le temps. Eh bien, de pouvoir réfléchir sur des actions, sur des questions, que le temps n'est pas encore venu, si vous voulez, de porter un regard donc, assez donc, critique par rapport à ces violences. En gros, circuler, il n'y a rien à voir. Donc voilà un petit peu le topo, disons, général donc, qui prévaut donc, en Belgique. Donc depuis mon arrivée, donc, j'ai essayé de comprendre évidemment un système d'une grande complexité. J'ai rencontré énormément d'acteurs, énormément de parlementaires, énormément de professeurs, d'avocats, de parents d'élèves, pour essayer de me faire une idée précise, évidemment, de ce qui se passe sur le terrain. Et ce que je vois est préoccupant. Ce que nous voyons est de plus en plus préoccupant. Nous avons eu à intervenir en cours à plusieurs reprises. J'ai été particulièrement donc, interpellée à l'occasion d'une affaire en justice qui concernait une autre école, c'est-à-dire où les gamins donc, ont plus de 18 ans, en tout cas entre 18 et 22 ans, qui porte le nom de Francisco Ferrer. Francisco Ferrer, qui est un Espagnol, un libre penseur espagnol qui a milité au début donc, du XXe siècle pour une éducation de qualité, une éducation rationnelle, et qui a été exécuté par l'intégrisme catholique donc, dans son pays. Et nous avons donc accueilli donc, à Bruxelles donc, une école qui porte son nom. Nous avons une sculpture à côté de l'ULB, donc de l'Université libre de Bruxelles, à sa mémoire. Et donc, évidemment, quand vous allez donc, à l'école, quand vous vous inscrivez à l'école donc, Francisco Ferrer, clairement, vous vous inscrivez dans une école laïque, dans une autre école laïque. Là, donc, vous signez donc le règlement intérieur, donc comme quoi vous acceptez d'intégrer une école qui est laïque. Et là, rebelote, comme partout dans plusieurs écoles, donc 3 étudiantes donc, qui se sont inscrites, donc qui ont signé évidemment, ont estimé que leur liberté de religion était bafouée parce qu'elles n'avaient pas le droit de porter donc, le voile. Et elles ont porté plainte contre l'école, donc contre la haute école, donc Francisco Ferrer. Donc elles ont souhaité renverser le règlement intérieur. Et donc ça nous place face à la situation suivante, c'est que, évidemment, si l'on évoque le fait qu'il y a une discrimination lorsqu'on s'inscrit dans une école donc laïque, ça veut dire clairement que bientôt il n'y aura plus d'école laïque. Et les seules écoles qui pourront exister, ce sont les écoles qui vont permettre une perméabilité religieuse. On est donc face à ce cas de figure.
Pour la haute école, Francisco Ferrer, le pouvoir donc subsidiant, le pouvoir organisateur donc a réagi. C'était en l'occurrence la ville de Bruxelles. Il y a eu donc une décision de justice donc, qui a été remportée, elle a été renversée. Bref, en tout cas, ça rappelle évidemment les sagas judiciaires qui prévalent ici donc au Québec et au Canada. C'est dire en réalité que finalement les pressions sont les mêmes, les problèmes sont les mêmes. Ils sont les mêmes ici comme ailleurs. Donc partout, en réalité, on assiste à une forme d'islamisme qui a compris comment se servir des tribunaux, qui a compris comment donner aux revendications religieuses extrémistes un habillage des droits humains, qui nous met en grande difficulté parce que, évidemment, face à des arguments de choix, de liberté, de tolérance, nous, démocrates, nous, libres penseurs, on se trouve un peu démunis parce qu'on est vus comme les intolérants et les intolérants sont vus comme des tolérants. Donc on marche un petit peu sur la tête, mais ici comme ailleurs, c'est pas différent. C'est exactement le même verbillage, c'est exactement les mêmes arguments, même si vous remarquerez donc les configurations politiques, les cultures aussi sont différentes d'un pays à l'autre. Eh bien ça nous dit clairement qu'il faut continuer. Il faut véritablement continuer de nous battre avec la même détermination qui nous caractérise, qui nous a caractérisés depuis le début. Nous savons à quel point l'école est le centre de gravité d'une société, et c'est pour ça que les islamistes investissent l'école, et c'est pour ça que les islamistes donc, investissent l'école de façon à pouvoir casser la société, à pouvoir casser les ressorts de la société, de façon à pouvoir donc séparer la société, la fracturer, parce que vous imaginez que dans une école publique belge, donc qui reçoit donc des gamins de différentes confessions et qui leur demande de choisir, eh bien le cours de religion, de fait, les élèves sont séparés. Et de fait, les élèves sont reconnus en fonction de leur orientation religieuse, ou bien de l'orientation religieuse eh bien, de leurs parents. C'est pas un bon modèle. C'est pas le modèle à suivre. Et d'ailleurs, en fait, on se bat. Aujourd'hui, la bataille, en fait, en Belgique, réside dans le fait de pouvoir accueillir l'ensemble des élèves dans un cours qui s'appelle le cours de citoyenneté et de philosophie. Donc on a compris véritablement que séparer les enfants, c'était pas l'idée du siècle, et que de pouvoir les accueillir dans un cours qui les élève à la citoyenneté, à la réflexion, à l'esprit critique, eh bien c'était peut-être la meilleure façon de leur rendre service et la meilleure façon d'en faire des citoyens. Je vous remercie. Merci beaucoup.